Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai été un petit peu malade, donc si je parle du nez, c'est pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast vendredi, si on a qui se pose la question, personne ne me l'a posé, je vois bien que vous en avez rien à faire de ma santé, hein. C'est pas grave, je le prends pas personnellement. Dans tous les cas, on est là en ce dimanche pour se parler ensemble du documentaire qui a été sorti sur la chaîne d'Inoxtag il y a environ 3 semaines, je pense, puisque c'est sorti le 14 septembre, qui s'appelle Kaizen. Donc juste petite séance de rattrapage pour celles et ceux qui savent pas du tout qui est Inoxtag. Ah, ça va être sympa de couper au montage tous les moments où je me gratte la gorge et tout. Inoxtag, c'est le nom de blase d'un YouTuber qui s'appelle Inès Benazouz, qui fait des vidéos sur YouTube depuis plus de 10 ans et qui aujourd'hui a 22 ans. Donc voilà, quelqu'un de très jeune, qui a commencé très jeune sur la plateforme et qui s'éclate dans ses vidéos et qui a l'air d'être absolument passionné par ce qu'il fait. En toute honnêteté, moi je ne connaissais pas du tout cette personne, je suis passée complètement à côté de cette sphère YouTube parce que moi tout ce qui est le gaming, etc., je suis pas les gens, donc si je connais leur nom, c'est juste parce que j'en ai entendu parler dans d'autres médias ou parce que j'ai vu des vidéos de réaction ou des chaînes que je suis en parler. Moi je ne suis pas ce type de contenu-là parce que ça ne m'intéresse pas. Du coup, je n'ai pas d'a priori particulier sur ce YouTuber, à part que je trouve ça toujours chouette de voir des personnes commencer sur la plateforme très jeunes et s'épanouir là-dedans, même si bien sûr il y a des dangers, il y a des choses qui peuvent, qui sont discutées, qu'on pourra peut-être rediscuter dans une autre vidéo, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai plutôt un a priori positif, en tout cas neutre vis-à-vis de cette personne-là. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il a sorti un documentaire dans lequel il retrace son ascension de l'Everest. Donc, je vous l'ai dit, c'est un YouTuber gaming, donc il n'est pas particulièrement sportif, c'est pas son domaine, il fait pas de sport de haut niveau, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement passionné par la montagne, la randonnée ou ce genre de choses, donc en fait, il a tout appris pour pouvoir monter l'Everest et il s'est donné ce défi à réaliser sous 1 an. Et bien sûr, il en a parlé sur sa chaîne YouTube, il a un petit peu documenté sur sa chaîne cette année de préparation sportive et il a surtout filmé un documentaire et il l'a publié donc sur YouTube le 14 septembre, c'est sorti au cinéma le 13 septembre dans pas mal de salles en France et en toute la francophonie. Ça a fait plus de 300 000 entrées. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, le documentaire sur YouTube a fait presque 35 millions de vues. Il est aussi disponible depuis le 28 septembre sur TF1+, donc ça a été aussi diffusé par TF1. Et il sera même programmé en live sur TF1 le mardi 8 octobre, donc quelques jours après la publication de cette vidéo, après le programme de Koh Lanta. Voilà, on est dans le thème de l'aventure ce soir-là. Donc on est quand même en train de parler d'un phénomène sur la plateforme YouTube, mais aussi à plus grande échelle dans les différents médias. Donc il a d'abord fait cette annonce il y a un peu plus d'un an avant son ascension, c'est-à-dire au mois de février 2023, qui se donnait 1 an pour se préparer et faire le mont Everest. Il est finalement parti au mois d'avril, il a fait aussi une vidéo qu'il avait titrée Au revoir YouTube pour dire que il allait pas poster pendant les semaines qui allaient suivre parce qu'il est parti au mois d'avril pour finalement faire l'ascension au mois de mai parce qu'en fait ça prend 1 mois et demi sur place pour s'acclimater, pour préparer l'ascension, ça se fait pas comme ça. Et donc il allait pas être là sur la plateforme pendant cette ascension ni sur les autres réseaux. Voilà, et il a finalement fait cette ascension, il est allé au bout et il a reçu beaucoup de critiques. Il y a 2 angles de vue et de critiques qu'on peut faire au travail d'Inoxtag que j'ai envie d'adresser ici. Le premier, c'est le fait même de monter l'Everest. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et le deuxième, j'ai envie de dire, c'est presque plus mon dada, c'est toute la partie développement personnel et sociologie de ce phénomène qui est avoir quelqu'un qui filme sa montée de l'Everest et qui la poste sur les réseaux sociaux et qui inspire des millions de personnes avec cette ascension-là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'Everest, juste pour savoir de quoi on parle ? C'est la montagne la plus élevée du monde, c'est le mont qu'on appelle souvent le toit du monde. Et il se situe dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre la Chine et le Népal. C'est à plus de 8848 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente comme altitude. À ces altitudes-là, le taux d'oxygène est très bas et c'est compliqué de faire de la randonnée et de faire un effort physique. Pour ma part, dans mon parcours professionnel, j'ai été amenée à aller à Mauna Kea, qui est à Hawaï, qui est le mont le plus élevé. Alors attendez, ça dépend comment on compte. En fait, c'est le mont le plus élevé si on part de la base de la montagne, mais c'est pas le mont le plus élevé si on part de qu'est-ce qui est au-dessus de la mer. Là, dans ce cas, c'est le mont Everest. Voilà. En gros, Mauna Kea est à 10 000 mètres si on part de la base, mais il est qu'à 4 000 mètres si on part du niveau de la mer. Donc en fait, ça dépend comment on compte. Bref,
Vous avez compris, ça reste une montagne très élevée. Et je peux vous dire que quand on est à 4000 mètres, déjà, respirer, fonctionner normalement, penser, etc., c'est assez compliqué. Donc, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être à 8848 mètres. Donc, l'Everest, c'est le pic numéro 15 dans cette chaîne de l'Himalaya. Et juste pour notre petite culture personnelle à tous, le nom Everest, c'est pas son nom en népalais, c'est le nom d'un explorateur qui lui a été donné en hommage, voilà, mais son nom en népalais, c'est Sagamarta, si je me trompe pas sur la prononciation, et ça signifie déesse des cieux. Est-ce que c'est pas beaucoup plus poétique? Et on peut aussi donner son nom en tibétain. Je sens que je vais galérer au montage, parce que vous le voyez pas, mais je l'ai répété genre 15 fois. Chomolungma, en tibétain, qui signifie déesse mère du monde et de l'univers. Est-ce que c'est pas juste trop beau? Donc c'est un endroit qui est quand même extrêmement dangereux pour les alpinistes. La première personne qui a monté le mont Everest et qui l'a documenté, parce que peut-être que c'est arrivé avant, mais on n'a pas l'info, quoi, c'est en 1952-1953, donc on est quand même sur quelque chose d'assez récent. Et le premier français, c'était en 1978. Donc vous voyez... on est quand même aussi sur quelque chose d'assez récent. Donc pourquoi c'est un problème, déjà dans un premier temps, de monter l'Everest à proprement parler? Alors, le truc c'est que déjà, aujourd'hui, l'Himalaya, ça attire des milliers et des milliers de touristes. C'est très dangereux. Il y a des morts tous les ans dans le mont Everest, quelques morts chaque année. En tout, on estime que depuis le début des ascensions des alpinistes, il y a à peu près 340 personnes qui sont mortes en essayant de faire l'ascension, et il y a encore là-bas sur place 200 cadavres, parce que le problème c'est que c'est tellement haut que c'est compliqué de descendre quoi que ce soit à ces altitudes-là. Tout effort physique est compliqué, on peut pas y aller comme ça, c'est très difficile de faire ce type d'ascension sans bouteille d'oxygène. La plupart des personnes qui vont aujourd'hui y vont avec de l'oxygène, donc on peut pas simplement descendre des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont décédées, ou descendre du matériel, des déchets, etc. Donc c'est l'une des plus grandes critiques qui est faite déjà au documentaire d'Inoxtag, c'est le fait de mettre en avant une ascension qui en fait est extrêmement dangereuse, qui peut inspirer des milliers de jeunes à aller se mettre en danger, et qui pose aussi problème d'un point de vue éthique et d'un point de vue écologique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas, qui meurent là-bas, il y a beaucoup de déchets, c'est devenu un endroit vraiment où il y a énormément de touristes. On a pu voir ces images de files indiennes au niveau de la crête, sur la dernière portion de l'ascension, où en fait, on voit que c'est extrêmement dangereux. Rien que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, en fait, c'est dangereux, parce que les personnes ne sont pas forcément aussi expérimentées et aussi équipées qu'il le faudrait, et du coup, ça met tout le monde en danger. Et puis le fait d'être nombreux là-bas, c'est dangereux en soi, le simple fait qu'il y ait la foule, quoi. Il y a régulièrement des avalanches, des chutes de glace, de neige, enfin bref, c'est un milieu qui est hostile, au-delà du fait de juste être fatigué et avoir des problématiques de type oxygène, de type malaise, etc. Donc en fait, ça met tout le monde en danger. Donc la première critique, c'est ça, c'est le fait de encourager de manière globale plein de gens à aller sur cette montagne, alors qu'aujourd'hui, il y a déjà trop de monde. On compte environ en permanence entre avril et mai, les périodes où il y a le plus de monde qui monte, on compte plus de 1000 personnes au camp de base en permanence. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Et pour ces 1000 personnes, il faut apporter de l'eau, de la nourriture, des bouteilles d'oxygène, des couvertures chauffantes, du matériel, redescendre aussi les excréments, les déchets, etc. Donc c'est énormément de va-et-vient, énormément de travail, il y a des mouvements d'hélicoptères, enfin bref, ça pose plein de questions, au niveau ne serait-ce que juste écologique, et au niveau éthique, en termes de protection de la nature, et protection de la vie des êtres humains qui vont là-bas. Bien sûr, le deuxième plot au milieu de tout ça, c'est l'exploitation des personnes locales, et en particulier du coup des Sherpas, qui sont les populations locales qui sont adaptés génétiquement en fait à la haute altitude, et qui travaillent sur place pour tous ces touristes qui viennent du monde entier, et qui du coup vont porter le matériel, qui vont faire les allers-retours, et qui tous les jours mettent leur vie en danger pour de l'argent et pour pouvoir nourrir leur famille. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reproché à Inoxtag pas mal, où en fait on a vu aussi des clichés, des photos un peu choc, où on le voit lui devant, hyper content de faire sa randonnée, d'être là, enfin sa randonnée, on s'entend, de faire son ascension, c'est de l'alpinisme, hein. C'est vraiment des choses, une traversée qui est à haut risque, on n'est pas genre sur la petite rando de campagne qu'on peut faire en famille, quoi. Puis on le voit derrière des Sherpas qui sont chargés comme pas possible, et qui ont l'air, eux, pour le coup, d'être en plein effort physique. Donc voilà, ça c'est des images chocs qui montrent bien de manière vraiment frappante la domination qu'il peut y avoir entre êtres humains,
et qui pose vraiment question, quoi. Donc ça, c'est quelque chose dont il a parlé, et c'est tout en son honneur, parce qu'en fait, sur sa chaîne, il a essayé de parler des questions éthiques. Je dis essayer parce que vous allez vite voir que mon opinion, elle est un petit peu différente de ça, même si, évidemment, je jette pas la pierre à lui en tant que personne. Moi, comme d'habitude, vous allez voir que là, c'est plus une critique globale de la société que j'ai envie de faire, et plutôt de ce que ça représente en termes de sociologie, plus que la personne individuelle que j'ai envie de pointer du doigt. Mais il a essayé quand même, il a entendu cette critique-là dès qu'il a posté le fait qu'il allait faire l'Everest. Il y a directement des personnes qui ont dit « Non mais attention, c'est pollué, faire ça c'est dangereux, ça encourage encore plus la pollution, puis il y a l'exploitation des personnes sur place, c'est problématique. » Donc il a essayé d'en parler, il a discuté avec les Sherpas, il les a montrés à l'écran, il en a discuté avec eux à l'écran. Il y a notamment un Sherpa, un moment assez émouvant, où il y a une personne qui explique qu'elle a perdu des doigts dans l'ascension, parce qu'en fait, avec les engelures, etc., en fait, on peut perdre des membres. C'est extrêmement dangereux. Là, on le glamourise, etc., dans un documentaire, mais en réalité, c'est une ascension qui est dangereuse, et c'est ce que recherchaient les aventuriers, et probablement ce que recherche aussi en partie Inox dans son ascension, c'est de chercher ce danger-là, et c'est grisant en tant qu'être humain, on aime bien le dépassement de soi, donc voilà. Mais c'est hyper dangereux. Donc il y a des personnes qui dépendent de ça pour vivre et pour faire vivre leur famille, ou qui prennent des risques démesurés pour de l'argent, parce que leurs conditions les obligent en fait de manière un peu systémique à faire ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas tant que ça un choix. Alors, pour la question d'écologie, on pourrait dire qu'on peut mettre en place des choses pour ne pas polluer sur place. Inoxtag, il en parle, il parle du fait de ramener ses déchets, de les faire redescendre, etc. Alors en l'occurrence, c'est pas lui personnellement qui les a redescendus, mais les Sherpas qu'il a embauchés pour ça. Donc on peut dire, bon, voilà, en fait ça c'est accommodable, on peut laisser la montagne dans un bon état. Je pourrais dire qu'en mettant en place suffisamment de moyens, etc., ça serait possible. Par contre, ce qui semble compromis, c'est de ne pas faire ça en exploitant les populations locales. Et c'est en ça qu'il y a une deuxième critique qui a pas mal été faite auprès d'Inoxtag, qui était, en fait c'est un caprice de riche, parce que finalement, là on est en pleine exploitation de population, on est en pleine, là on est en pleine jouissance de ces privilèges, c'est-à-dire qu'en fait, on estime, et il l'a dit lui-même, que l'ascension coûte environ 50 000 € par personne, et on estime qu'il a déployé aux alentours de 600 000 à 1 200 000 € pour l'ascension, quand on pense qu'il a monté, donc lui bien sûr, mais aussi toute son équipe, l'alpiniste avec lequel il a fait l'ascension et qu'il l'a formé pendant toute cette année-là, puis les caméramans, etc., les Sherpas, enfin bref, ça représente énormément de monde qui est allé sur cette montagne et d'argent investi dans ce documentaire. En soi, c'est pas un problème, je veux dire, des personnes qui font des gros projets qui coûtent beaucoup d'argent et qui sont rentables et qui le font pour des raisons diverses et variées, que ce soit pour de l'art, pour du dépassement de soi, pour des documentaires divers et variés, enfin, je veux dire, en soi, c'est pas forcément le problème. Et c'est ça qui est critiqué, c'est-à-dire qu'en fait, on a normalisé ce genre de comportement et on se pose même plus la question de qu'est-ce que ça signifie en fait de faire ça quand on est une personne riche qui peut aller sur place et qui peut se le permettre. Qu'est-ce que ça représente en fait? Et souvent on se cache derrière des discours du genre oui mais bon ces personnes locales vous comprenez c'est tout ce qu'elles ont pour vivre donc en fait c'est trop bien, au contraire on leur donne du travail etc. Oui mais bien sûr à échelle locale c'est effectivement ce qui se passe pour cette personne-là précise qui a accompagné Inoxtag, je suis certaine que cette personne précise ça lui a servi de faire cette ascension parce que ça lui a permis de gagner de l'argent pour sa famille. Mais ce qu'on essaye de critiquer, c'est pas les comportements individuels, mais c'est comment ça s'inscrit dans un tout, dans une culture globale et ce que ça implique. Et là, ce que ça implique, c'est que globalement, y a des populations qui sont exploitées par des personnes riches qui viennent là et qui n'ont rien à faire là. Qu'est-ce que fout un Français en haut d'une montagne entre le Népal et la Chine? Véridique, juste simple grosse question quoi. On exploite la nature et les humains qui s'y trouvent. Ce qui m'amène doucement à la deuxième partie de cette vidéo et le deuxième sujet que je voulais toucher ici, qui est la question du message qui est envoyé et de pourquoi il fait ça. Parce que évidemment, Inoxtag en tant que personne n'est pas une mauvaise personne qui essaye de faire un truc négatif. Au contraire, il a plutôt une intention qui est bonne, il essaye de faire quelque chose d'inspirant, il essaye lui-même de se dépasser et de s'inspirer et voilà, de véhiculer des good vibes, j'ai envie de dire. Je pense pas du tout qu'il se dise « Tiens, et si je profitais de ma domination et que j'exploitais la planète et les humains qui s'y trouvent pour mon plaisir personnel ?» Évidemment que non. En plus de ça, je dois dire que en tant que
personne qui regarde des vidéos, je dois saluer le fait que sa vidéo est super bien réalisée. Et de manière générale, du coup, moi, je vous disais en début de vidéo, je le connaissais pas avant. Donc, en fait, j'ai découvert son travail avec ce documentaire et je suis obligée d'être honnête et de dire que c'est super bien produit. C'est magnifique. Les images sont belles, les arcs narratifs sont impeccables, le storytelling, il est beau, visuellement c'est chouette, la voix off, tout ça, alors c'est très dans le pathos, mais moi j'adore, moi je suis cliente de ce genre de truc, c'est génial, et son contenu est vraiment trop beau, et il y a du boulot, on sent que il y a une équipe derrière certes, mais qu'il y a quand même une patte, et que cette personne elle a travaillé sur l'esthétique, il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, presque d'artistique, c'est pas un documentaire comme un autre. Bien sûr, c'est un documentaire dans le sens où il va documenter un phénomène ou l'histoire d'une personne, ici centré donc sur la vie d'Inès et son défi de cette année-là. Donc on est vraiment sur le style documentaire, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont critiqué ça, qui ont dit oui, c'est pas un documentaire, c'est un vlog YouTube. Ça c'est juste une façon de dévaloriser la plateforme YouTube versus les autres médias. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je suis née de la culture YouTube, ça fait plus de 12 ans que je suis ici sur les réseaux, et sur cette plateforme, j'adore cette plateforme, et oui effectivement quand on dit à la télé c'est un documentaire et sur YouTube c'est juste un vlog, en fait un vlog ça a jamais été qu'un documentaire en fait. Donc là il l'a réalisé vraiment d'une manière extrêmement belle, et je suis certaine que son intention c'était d'inspirer et de s'inspirer lui-même. Et il l'a dit d'ailleurs, on l'a vu dans différentes interviews, il a dit à plusieurs reprises que, en fait, on lui a demandé qu'est-ce que tu penses de la démarche que tu as pu avoir et de ce que ça véhicule, et qu'est-ce que tu ferais différemment, où est-ce que tu penses t'être trompé, etc. Et avec le recul et avec les critiques, qu'est-ce que tu changerais? Et à plusieurs reprises, il a dit, bah c'est encore tout frais, c'est encore tôt, je me sens encore jeune pour prendre vraiment de la hauteur, et pour l'instant, je suis pas capable de répondre à cette question. Ce qui est tout à son honneur, on sent quand même que c'est une personne qui, pendant cette réalisation de vidéo, et pendant toutes les vidéos qu'il a pu faire d'ailleurs ces dernières années, et les différents défis qu'il s'est lancé, on sent qu'on est sur une personne qui est en train de grandir en tant qu'humain, et c'est beau à voir. Moi, personnellement, en tout cas, je suis cliente, j'adore ce genre de choses, mais ça pose une question qui est donc, quel est lui le message qu'il a voulu donner, et qu'est-ce que ça représente? Donc, revenons au nom de son documentaire. Son documentaire s'appelle Kaizen. Et Kaizen, en japonais, ça signifie progresser jour après jour, à sa mesure. Et c'est vraiment quelque chose qu'il défend énormément dans le documentaire, et qui est vraiment la leçon qu'il a envie de donner. Et c'est pour ça, j'imagine qu'il l'a appelé comme ça. Il parle beaucoup de progresser petit pas après petit pas, de ne pas se comparer. Il y a même un moment assez émouvant où il s'adresse à son futur enfant en disant « Te compare pas à ton père, fais ce qui te plaît, quel que soit ce que tu voudras faire, genre dépasse-toi et fais-le dans ton domaine, mais te compare pas à moi. » Il y a vraiment ce truc de, voilà, ne pas se comparer, le faire soi-même, se dépasser. Il y a vraiment une notion de dépassement de soi. Et en fait, là où moi j'ai envie d'apporter une critique, c'est que je pense que qu'ici, Inoxtag ne se rend absolument pas compte qu'en fait, en faisant ça, il véhicule malgré lui une image un peu inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont se comparer à lui. En fait, il est en train de mettre une barre assez haute sur la plateforme YouTube. Il continue cette espèce, ça c'est quelque chose qui a pas mal été critiqué, mais il continue cette espèce de course aux vues, de course au sensationnel. Je veux dire, quand on annonce sur une plateforme comme YouTube qu'on va monter l'Everest, on est vraiment clairement dans le défi. On est dans le toujours plus. On est dans j'essaye de faire quelque chose de sensationnel, même si c'est pour moi, même si c'est parce que j'ai aussi envie de me dépasser. Il y a aussi un truc un peu de m'as-tu vu, un truc, alors pas que ce soit vulgaire ou quoi dans la manière dont il le fait, mais il y a vraiment ce truc de, voilà, j'ai envie que ça soit vu. Je ne suis pas sûre que la motivation qu'il avait à faire, ça c'est mon avis évidemment, hein, donc je peux me tromper, mais je suis pas certaine, à titre personnel, que s'il n'y avait pas eu YouTube, s'il n'y avait pas eu le documentaire, s'il n'y avait pas eu toute la communauté qui le suit, il aurait eu envie de faire ce défi juste pour lui-même. En fait, il y a une notion de représentation, de je vais faire ça, ça va être vu, et donc je ne peux pas lâcher parce qu'il y a tout un tas de personnes qui me suivent et qui me regardent. Et en fait, finalement, il était obligé de réussir ce défi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre... il dit dans l'une de ses vidéos, dans la vidéo Au revoir YouTube, il dit « Vous en faites pas, je prendrai pas de risque. Si jamais je vois que c'est trop dangereux ou que je tombe malade ou que machin, je ne le ferai pas. » Mais en fait, on se rend compte dans le documentaire qu'à plusieurs reprises, ce genre de choses sont arrivées. Il y a eu des difficultés qui ont été plutôt présentés dans le docu comme des arcs narratifs de manière brillamment écrite, hein, aucun souci. J'ai trouvé ça très beau d'un point de vue cinématographique, j'ai envie de dire.
Mais on voit bien qu'en fait, il n'aurait pas lâché et qu'il pouvait pas revenir de ce défi-là avec plusieurs millions de personnes qui le suivent, dire en fait, j'ai échoué ou en fait, j'ai renoncé, j'ai regardé le truc, j'ai trouvé ça débile, je me suis dit non, mais il y a trop de monde, non, mais en fait, je suis en train de détruire la nature, non, mais en fait, je suis en train d'exploiter la montagne, je suis en train d'exploiter les gens qui y habitent. Tout ça est absurde, le toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est absurde, je vais pas le faire en fait, juste pour des raisons éthiques. Jamais il aurait fait ça. Et parce qu'aussi, ce n'est probablement pas les valeurs qu'il défend de toute manière. Pour lui, là, actuellement, de ce qu'on comprend dans ce documentaire, c'est important de continuer à se dépasser, même s'il dit à son rythme, même s'il dit petit pas par petit pas, ne vous comparez pas. En réalité, on voit bien que dans tout le documentaire, et dans tout son parcours de manière générale, on est dans cette surenchère. Et ça pose vraiment des questions, en fait. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont parlé de cette surenchère sur la plateforme et de la course au toujours plus et du risque de burn-out. Il y a notamment McFly et Carlito qui en ont parlé. Il y a aussi Squeezie, mais aussi Oria pour parler aussi de femmes qui subissent cette pression-là sur la plateforme. En fait, les algorithmes sont assez impitoyables, en fait. On n'est pas sur quelque chose d'humain, on est sur quelque chose qui valorise toujours les chiffres les plus élevés. On est sur une plateforme qui est purement à recherche de bénéfices et d'argent, et du coup, c'est comme ça en fait. Le système en lui-même est fait de cette manière-là, ce qui fait qu'il y a toujours une course au plus de vues, au plus de sponsors, au plus de rémunération et au plus d'argent à la fin. Et en fait, c'est normal, c'est pas la faute d'Inoxtag en soi. Mais c'est vrai que là, finalement, dans ce documentaire, il est arrivé exactement là où il était attendu, finalement. Il s'est lancé un défi, il l'a réalisé, personne n'attendait quelque chose de différent de lui. Finalement, là où j'aurais trouvé ça brillant, moi, c'est si justement il s'était remis en question en le faisant et qu'il se serait dit non, mais en fait, je vais pas relever le défi. Parce que là, je suis juste sur du défi, pour être vu, pour être valorisé dans ce truc-là, pour moi-même, mon estime de moi-même en dépend, je vais me sentir comme une merde si je le fais pas. Et donc, je vais être dans l'obligation de me dépasser et de le faire et de faire toujours plus, même si c'est complètement débile. Et si jamais je suis un Français qui me retrouve entre le Népal et la Chine, en train de monter une montagne, un endroit où j'ai rien à faire, parce que moi, je suis un être... à partir du moment où tu as besoin d'oxygène pour aller quelque part, tu peux te poser la question, genre, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et si je le fais juste pour le défi, mais pourquoi je fais ça? Il n'y a pas cette remise en question, il n'y a pas cette prise de hauteur dans le travail qu'il propose. Et c'est une critique évidemment que je fais parce que moi j'ai mon biais, j'ai mon angle, etc. et que j'aime beaucoup cette prise de hauteur, mais je pense pas que c'est quelque chose qui lui l'inspire de toute façon, cette prise de hauteur. C'est pas ça qu'il essaye de faire, donc dans ce qu'il essaye de faire, il a été brillant. Il a réussi effectivement à envoyer ce message de ben voilà, quand on veut on peut, dépassement de soi. Sauf qu'il y a une vraie critique à faire, c'est est-ce que c'est vrai ce message? Parce que dans la manière dont il le présente, il y a vraiment ce truc de vous voyez, j'ai rien lâché, j'étais juste un petit gamin sur YouTube qui a commencé, qui croyait en ses rêves. Il y a beaucoup de flashbacks de ses premières vidéos dans tout ce qu'il crée, où il y a vraiment ce truc de vous voyez, moi je rêvais, je me disais peut-être qu'on va changer le game, et puis il avait genre 12 ans, et maintenant, voilà, il est en train de changer le game, et du coup, le message sous-jacent, en fait, qui est pas forcément assumé, qui est pas forcément dit comme ça, parce que je pense qu'il n'est même pas conscient de la part d'Inès, c'est voilà, quand on veut, on peut. Regardez, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Croyez en vos rêves. Il a même dit ça plusieurs fois. Croyez en vos rêves. Une pierre après l'autre. Allez-y, ne lâchez rien. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça envoie un message d'une société qui est méritocratique, qui est quelque chose qui est totalement, attendu. Encore une fois, on n'est pas sur un truc disruptif ici. On est sur un truc qui est vraiment, il est là où on l'attendait et il a été brillant là où on l'attendait. Et en fait, ce message-là, moi, il me pose problème à échelle globale. Évidemment, encore une fois, je répète bien, hein, je n'ai rien contre Inès du tout. Au contraire, je trouve que ce qu'il a fait, c'était super beau. Et j'espère que un jour, il s'intéressera à ces questions-là et qu'il prendra de la hauteur sur les questions sociologiques, qu'est-ce que ça implique, etc. Parce que moi, ça m'intéresse et que c'est mes valeurs. Mais en fait, il a tout à fait le droit que ça l'intéresse jamais et qu'il se pose jamais ce genre de questions. Mais c'est vrai que ça fait se poser la question, quoi. Mais là, en fait, on est sur un discours qui nourrit ce discours de méritocratie, qui n'est pas vrai en fait. La méritocratie, c'est vraiment une vision des choses qui préserve le système en place. Le fait de présenter les choses comme ça, comme en fait quand on veut on peut, ça préserve tout le système et ça le cristallise tel qu'il est. Ça nous empêche de sortir de cette boîte-là. La société telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas méritocratique. On en a l'illusion, mais c'est pas vrai. Et je peux vous renvoyer pour ça à une vidéo qui a été faite par la journaliste Salomé Saké pour Blast, qui doit avoir un an à peu près cette vidéo, sur la méritocratie, où elle explique ça très bien. En fait, on sait aujourd'hui que la société n'est pas méritocratique, et on pourrait se poser la question, en fait, est-ce que ce serait même souhaitable? Parce que finalement, une société méritocratique, ça serait une société dans laquelle les personnes ont ce qu'elles méritent, c'est-à-dire sont
valorisés et sont récompensés pour leurs aptitudes naturelles. Donc, est-ce que vraiment on voudrait ça? Finalement, ça serait aussi inégalitaire. Il y aurait les gens qui auraient de la chance, qui seraient nés intelligents et en bonne forme physique, puis il y aurait les gens qui seraient nés avec un handicap et des difficultés à réfléchir de telle ou telle manière et qui du coup seraient pas compatibles avec la société. Genre, est-ce que vraiment on aurait envie de toute façon d'une société méritocratique? Mais dans tous les cas, là, elle l'est pas du tout, en fait. Évidemment que Inox Tag n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait pas pu mettre probablement quelque chose de l'ordre de 1 million d'euros sur la table. Et que le discours de oui, mais il s'est fait tout seul, il a construit le truc, grâce à ses vidéos YouTube, bah en fait, globalement, est faux. C'est-à-dire qu'il a eu un ensemble de chances, évidemment qu'il a travaillé, et qu'il a travaillé dans le sens de ces chances-là, et qu'il a saisi ces chances, et qu'il s'est peut-être même provoqué certaines chances, mais il a pu le faire parce qu'il y a tout un tas d'étoiles qui se sont alignées, et c'est faux de dire à son audience que tout le monde pourrait le faire. En fait, ce n'est pas vrai. Et moi, ce qui peut me déranger à titre personnel dans mes valeurs à moi, c'est de continuer à nourrir un discours comme quoi tout le monde peut le faire, quand on veut on peut, de montrer comme ça des personnes qui réussissent et de valoriser la réussite à tout prix, de finalement en tâche de fond dans ce documentaire dire mais en fait j'aurais rien lâché et valoriser le fait de rien lâcher, même quand clairement ça devient absurde et qu'il y a des vraies problématiques à continuer et que ça exploite les autres, ça exploite la nature, c'est problématique à plein d'égards, de pas avoir la possibilité de se remettre en question parce que le système est tel et la mentalité et la vision des choses est telle que tout ce qui compte, c'est de se dépasser soi, d'aller chercher toujours plus haut, toujours plus. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux comme discours. Dangereux pour la société en elle-même, mais aussi dangereux pour les individus qui s'y trouvent parce que ça emmène les gens au burn-out, ça emmène les gens à une mauvaise estime de soi. Et je trouve qu'en plus, c'est faux, quoi. Et c'est pas quelque chose que j'aurais envie de défendre. Du coup, moi, globalement, quand j'ai regardé ce documentaire, j'ai eu à la fois... j'en ai à la fois pris plein les yeux parce que j'ai trouvé ça très beau et très bien réalisé, et j'ai trouvé ça chouette de voir finalement un gamin devenu un jeune homme en train de réaliser son rêve. C'est sûr que c'est beau, et voilà, c'est un beau storytelling, mais en même temps ça m'a fait cringe à plein d'égards parce que je me suis dit, en fait on est en train de défendre un discours qui n'est pas vrai pour tout le monde, en train de faire croire à des millions de personnes qu'elles peuvent le faire aussi, et en plus de ça, on est en train d'encourager, malgré soi, parce que je pense pas qu'ils le veuillent vraiment, mais en fait, il y a déjà trop de monde sur cette montagne, et en fait, il va y avoir plein de gens qui vont être inspirés par le parcours d'Inox Tag et qui vont avoir envie de faire pareil, et ça pose un vrai problème en fait, parce que ça amplifie un phénomène qui, je pense, est néfaste à la fois à l'échelle de la société et à la fois à l'échelle individuelle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ma petite critique personnelle. Si vous avez envie de réagir à ça, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez envie de discuter, de vous remettre en question, de travailler sur votre bien-être, votre estime de vous, d'avoir des conversations comme ça intéressantes et profondes, n'hésitez pas à regarder ce que je propose parce que j'ai un programme qui s'appelle Coup de main où on se retrouve toutes les semaines pour méditer, pour écrire. On se pose aussi une fois par mois pour vraiment avoir un débat et une discussion profonde. On a des cercles de parole et on a aussi du coaching, donc on est aussi dans le développement personnel, le dépassement de soi et la présence à soi, mais en essayant de respecter nos propres valeurs. Donc c'est des sujets qui me touchent. Donc évidemment, je suis pas contre le développement personnel. Juste, je trouve ça intéressant de se poser la question de la limite, en fait, et de à quel moment ce n'est plus le bon outil, en fait, et à quel moment ça nuit aux autres, et à quel moment ça nuit à la société dans laquelle on a envie de vivre. Voilà, si tout ça, ça vous parle, si la manière dont je fais les choses, ça vous parle, et que vous avez envie d'aller plus loin que les vidéos, et que vous avez envie, vous, de passer du temps, en fait, à travailler sur vous, et à grandir intellectuellement sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais, c'est un abonnement sans engagement, vous pouvez aller voir, j'aurai mis les liens dans la barre d'infos. Voilà, pour l'heure je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de dimanche, un excellent fin de week-end, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.